Fin avril 1818, sur les terres du domaine d'Ashworth dans le Derbyshire, la serre se dressait tel un écrin de verre et de fer sur le crépuscule naissant, ses carreaux embués par le souffle de fleurs exotiques qui n'avaient aucune raison de s'épanouir dans le printemps anglais si frisquet. À l'intérieur, Eleanor Thornhill se déplaçait entre les couches surélevées et les pots en terre cuite, avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui avait appris à se faire toute petite, sa robe pratique en laine grise déjà humide à l'ourlet, à cause de l'air moite qui s'accrochait à tout dans ce sanctuaire verdoyant. Elle avait 32 ans, était veuve depuis 3 de ces années, et depuis 6 mois, elle était la gardienne de la serre pour un duc qu'elle n'avait jamais rencontré. Un homme perpétuellement à l'étranger pendant qu'elle s'occupait de sa collection de curiosités botaniques dans une solitude bénie. Ce poste avait été une bénédiction qu'elle n'osait pas remettre en question, obtenue grâce à un cousin éloigné qui avait eu assez de pitié pour lui écrire une lettre d'introduction, mais pas assez pour la recevoir dans la bonne société. La société avait rendu son verdict sur Eleanor Thornhill bien avant la mort de son mari, et le veuvage n'avait fait que sceller ce que son manque de beauté, son manque de fortune et le malheureux accident qui avait laissé sa main gauche balafrée et raidie avaient déjà déterminé. Elle était invisible, et elle avait appris à préférer qu'il en soit ainsi. Ici, parmi le jasmin qui tombait en cascade des paniers suspendus et les étranges orchidées qui exigeaient une attention si précise, elle trouvait un but qui ne lui demandait rien d'autre que du savoir et du soin. La lumière du soir filtrait à travers le verre, en nuances d'ambre et de perles, s'accrochant à l'humidité qui perlait sur les larges feuilles et peignant l'air lui-même de couleurs vivantes. Eleanor s'arrêta à côté de la plus grande des orchidées, un spécimen capricieux venu d'un coin lointain de l'Empire, et s'autorisa le plus petit des sourires en remarquant la nouvelle pousse qui perçait à sa base. Au moins, elle pouvait nourrir cela. Au moins, cela ne se détournerait pas de sa main abîmée, de son visage quelconque ou des murmures qui la suivaient comme de la fumée. Elle ajusta l'arrosoir en cuivre, sentant la douleur familière dans sa paume gauche là où les cicatrices styrènent, et inspira le parfum épais du jasmin qui devenait toujours plus intense à l'approche de la nuit. À travers le verre embué, elle pouvait voir la grande demeure au-delà, ses fenêtres commençant à rougeoyer à la lueur des bougies, et elle sentit la résignation familière s'installer sur elle comme un châle. Quelque part dans ces pièces élégantes, la vie continuait selon des schémas dont elle ne ferait plus jamais partie, mais ici, dans son royaume de verre, elle avait trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. Elle avait trouvé la paix. C'est du moins ce qu'elle se disait en retournant à son travail, ignorant que le duc d'Ashworth était rentré cet après-midi même et qu'à cet instant précis, il se tenait dans l'ombre de l'entrée de la serre, l'observant avec une expression de curiosité inattendue. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Eleanor sentit son souffle se couper dans sa gorge quand elle entendit le cliquetis du loquet de la porte, le son tranchant le silence humide de la serre comme une lame, et elle se tourna, sa main abîmée reposant encore sur les feuilles brillantes de l'orchidée, pour découvrir un homme debout juste à l'entrée, sa haute silhouette se découpant sur le crépuscule qui s'assombrissait derrière le verre embué. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, et dans ce souffle suspendu, Eleanor sentit la vieille panique familière monter dans sa poitrine. L'envie instinctive de s'excuser pour sa présence, d'exister dans un espace où elle pourrait être vue, mais quelque chose dans son immobilité la glaça sur place. Il avait peut-être 38 ans, bien que les ombres rendissent la certitude difficile, vêtu d'un manteau de soirée sombre qui parlait de voyage et de hâte plutôt que d'un dîner formel, et ses yeux, réalisa-t-elle avec un sursaut, étaient fixés non pas sur son visage mais sur sa main, là où elle reposait contre la plante. « Votre grâce » réussit-elle à dire, les mots sortant plus stables qu'elle ne se sentait.
et elle retira vivement sa main, la plaquant contre sa jupe grise dans un geste devenu inconscient au fil des ans. Le duc d'Ashworth s'avança plus loin dans la serre, et la lumière de la lanterne qu'elle avait accrochée près de la porte éclaira enfin ses traits, révélant un visage qui était d'une beauté sévère, tout en angles vifs et aux yeux intelligents, qui continuaient à suivre ses mouvements avec une attention qui fit frissonner sa peau. « Je m'excuse pour l'intrusion, » dit-il, et sa voix était plus grave qu'elle ne s'y était attendue. Peut-être rendue rauque par des années à l'étranger sous des climats moins clémentes que l'humidité perpétuelle de l'Angleterre. Je suis arrivé cet après-midi, et l'on m'a dit que j'avais acquis une gardienne de serre en mon absence. Elle sentit sa colonne vertébrale se redresser malgré elle, un noyau tenace de fierté s'affirmant alors même qu'elle cataloguait toutes les façons dont cette rencontre pourrait se terminer par son renvoi. « J'espère que mon travail a été satisfaisant. »« Votre grâce, » répondit-elle, et elle fit un geste de la main droite vers les spécimens florissants qui les entouraient. « La collection a été entretenue selon les instructions laissées par votre précédent gardien. » Il se rapprocha, ses bottes silencieuses sur le sol en briques, et Eleanor se força à ne pas reculer alors même qu'il s'approchait de l'orchidée dont elle s'occupait. « Celle-ci était en train de mourir quand je suis parti, » observa-t-il, et il y avait dans son ton quelque chose qui n'était pas tout à fait une question, mais qui invitait néanmoins à une réponse. Il a fallu ajuster le calendrier d'arrosage et la déplacer sur ce banc où la lumière de l'après-midi est moins directe. S'entendit dire Eleanor, sa voix prenant la confiance tranquille qui n'émergeait que lorsqu'elle parlait de son travail. Les racines avaient commencé à pourrir à cause d'une humidité excessive. Il la regarda alors, la regarda vraiment, et Eleanor sentit tout le poids de son attention comme une chose physique, son regard se déplaçant de son visage à ses mains et de nouveau à son visage avec une considération qui était totalement différente des regards dédaigneux auxquels elle s'était habituée de la part des rares membres de la société qui la remarquaient. « Vous l'avez sauvée ?» dit-il simplement, et quelque chose dans ces mots, dans la franchise de sa reconnaissance, la frappa comme plus dangereux que n'aurait pu l'être n'importe quelle désapprobation. Au-delà du verre, les dernières lueurs du jour s'évanouirent dans la vraie nuit. Et Eleanor devint aiguëment consciente qu'il se tenait seul dans ce sanctuaire humide, que ses cheveux commençaient à s'échapper de leurs épingles à cause de l'humidité, qu'il ne montrait aucune intention de partir, et que pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, quelqu'un regardait son travail, la regardait elle, et voyait quelque chose qui méritait son attention continue. Le matin du 1er mai arriva avec cette luminosité particulière qui suit la pluie, le genre de lumière qui fait paraître tout fraîchement lavé et troublantement exposé. Et Eleanor se réveilla dans sa petite chaumière, au bord du domaine, avec le cœur déjà battant dans sa poitrine, convaincue que la rencontre de la veille ne pouvait aboutir qu'à son renvoi. Elle était restée éveillée pendant des heures après être revenue de la serre, rejouant chaque mot, chaque moment où elle avait peut-être outrepassé les limites de sa position, et lorsque l'aube pâle se glissa par sa fenêtre, elle s'était presque persuadée de faire ses quelques bagages avant que la convocation inévitable n'arrive. Mais le matin n'apporta aucun message de la grande demeure, et à 10 heures, Eleanor se retrouva de nouveau dans la serre, les mains tremblantes, s'occupant des bulbes de printemps qui perçaient la terre de leurs peaux en terre cuite, leurs pousses vertes rappelant que la croissance continuait sans se soucier de l'anxiété humaine. Elle venait de finir d'ajuster l'ombrage sur les fenêtres. Est quand elle entendit des voix s'approcher le long du chemin de gravier, et à travers le verre, elle reconnut Mrs. Blake, la gouvernante en chef, marchant avec une jeune servante dont Eleanor ne se souvenait jamais du nom. Elles s'arrêtèrent juste devant la porte de la serre, assez près pour que leur voix porte clairement à travers le panneau de ventilation légèrement ouvert, et Eleanor se figea, sa main balafrée reposant encore sur le loquet de la fenêtre. « Sa grâce s'est enquis d'elle ce matin, » disait Mrs. Blake,
son ton portant cette qualité particulière de délectation qui vient de la possession d'informations que les autres convoitent. Il voulait tout savoir. Depuis combien de temps elle était ici? Qui l'avait recommandée? Quelles étaient ses circonstances? Le souffle d'Eleanor se coupa dans sa gorge, et elle se trouva incapable de bouger, prise entre le désir de fuir et le terrible besoin d'entendre ce qui serait dit à son sujet. « Et que lui avez-vous dit? » demanda la jeune servante, sa voix pétillante de curiosité. Mrs. Blake soupira d'une manière qui suggérait qu'elle se préparait à dispenser une sagesse née d'une longue expérience dans la gestion des vérités difficiles. « Je lui ai dit ce que n'importe qui dans le comté pourrait lui dire. Qu'elle est Eleanor Thornhill, veuve de James Thornhill, qui s'est tuée à boire jusqu'à une mort précoce et ne lui a laissé que des dettes et une réputation en lambeaux. Qu'elle était considérée comme immariable même avant ce malheureux mariage, si quelconque qu'elle est, et avec cet accident à la main. Que la société n'a plus voulu entendre parler d'elle après le scandale des jeux de son mari, et qu'elle vit de la charité de parents éloignés qui étaient bien contents de l'avoir installée ici, où elle ne les embarrasserait pas. » Eleanor sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Bien que rien de tout cela ne soit nouveau pour elle, l'entendre prononcer à voix haute sur un ton si factuel le rendait en quelque sorte plus réel, plus inéluctable. « Et qu'a dit sa grâce à tout cela ?» insista la servante. La voix de Mrs. Blake s'adoucit légèrement, prenant une note de ce qui aurait pu être de l'approbation. Il a dit qu'il se fichait de l'opinion de la société, que la serre n'avait jamais été mieux entretenue et que la position de Mrs. Thornhill ici était entièrement assurée. Puis il a demandé quelle était sa chaumière. Eleanor se tenait parfaitement immobile dans sa robe grise au milieu des jeunes pousses vertes, sa main abîmée pressée contre sa poitrine, où son cœur battait dans une confusion de peur et de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer, tandis qu'au-delà du verre embué, les voix s'éloignaient, et la lumière vive du matin illuminait chaque recoin de son sanctuaire de verre d'une clarté impitoyable. 3 jours passèrent dans un état de suspension particulier, durant lesquels Eleanor accomplit son travail avec une conscience accrue qui transformait chaque instant dans la serre en quelque chose à la fois d'ordinaire et de chargé de possibilités, et l'après-midi du 4 mai, elle s'occupait des agrumes dans leurs grandes caisses en bois, quand elle entendit ses pas sur le chemin de gravier et sentit sa main balafrée se mettre à trembler contre l'arrosoir qu'elle tenait. « Votre grâce, » dit-elle, alors qu'il entrait, et elle fut reconnaissante que sa voix sorte stable, même si son pouls s'accélérait d'une manière qui semblait à la fois dangereuse et impossible à contrôler. « Mrs. Thornhill, » répondit-il, entrant dans la chaleur humide avec une aisance qui suggérait qu'il avait tout à fait le droit d'être là. Ce qui était bien sûr le cas, puisque c'était sa serre, son domaine, son monde entier dans lequel elle n'était qu'une présence temporairement tolérée. « J'ai examiné les plans pour la rénovation du jardin sud. » Continua-t-il, et il sortit un rouleau de dessins dessous son bras, les étalant sur l'établi de rempotage, avec des mains qui bougeaient avec une précision confiante. « Je me trouve incertain sur plusieurs des arrangements proposés, et je me demandais si vous pourriez offrir votre perspective. » Eleanor posa soigneusement l'arrosoir, essuyant ses paumes contre sa jupe grise dans un geste né plus de la nervosité que de la nécessité, et s'approcha pour examiner les dessins, même si chaque instinct lui disait que cette demande était en quelque sorte sans précédent, que les ducs ne sollicitaient pas l'avis de gardiennes de serres veuves sur des questions de planification de domaine. Les croquis montraient des parterres et des allées élaborées, des plantations qui nécessiteraient des années d'entretien minutieux, et elle sentit son intérêt professionnel l'emporter sur son anxiété, tandis qu'elle étudiait les configurations. « Cette section ici, » dit-elle, pointant de sa main droite pour éviter de lui montrer la gauche abîmée, l'emplacement proposé pour les rosiers les laisserait en compétition pour la lumière avec les chênes établis, et ils en souffriront. Il se pencha pour voir où elle indiquait, et Eleanor devint intensément consciente de sa proximité.
de la façon dont son épaule frôlait presque la sienne, de l'odeur de bois de santal et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer qui semblait lui appartenir à lui seul. « Que suggéreriez-vous à la place » demanda-t-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui donnait à la question l'air de plus qu'une simple enquête sur l'horticulture. Elle força son attention à revenir sur les dessins, essayant d'ignorer la façon dont sa main tremblait légèrement alors qu'elle traçait un motif alternatif avec son doigt. Ici, le long de ce mur sud où il recevrait la pleine lumière du matin et une protection contre le vent du nord, et peut-être des clématites palissées le long du mur derrière eux pour créer de la profondeur sans compétition pour les ressources. Derrière eux, les agrumes commençaient à ouvrir leurs fleurs blanches cireuses, remplissant la serre d'une douceur qui semblait presque excessive dans son intensité, et quand Alexander tourna la tête pour la regarder plutôt que les plants, Eleanor découvrit qu'elle ne pouvait pas tout à fait croiser son regard, ne pouvait pas tout à fait supporter le poids de ce qu'elle y voyait, qui ressemblait remarquablement à un intérêt sincère, à du respect, à quelque chose qu'elle s'était appris il y a des années, à cesser d'espérer que quiconque dirigerait vers sa personne quelconque, balafré et socialement ruiné. Une semaine entière s'écoula avant qu'Eleanor ne revoie Alexander, et le soir du 11 mai, elle s'était presque convaincue que leur conversation sur les plans de jardin n'avait été rien de plus qu'une courtoisie momentanée, que son intérêt pour ses opinions n'avait été que l'impulsion d'un aristocrate ennuyé cherchant une distraction, et elle venait juste de finir de charger les poêles de chauffage pour la nuit quand elle entendit ses pas s'approcher à travers le crépuscule naissant et sentit son cœur faire ce bond désormais familier qu'elle se méprisait d'éprouver. « Mrs. Thornhill » dit-il en entrant, et il y avait quelque chose de différent dans son allure ce soir, une énergie qui suggérait un but plutôt qu'une visite désinvolte, et Eleanor se détourna du poêle, la terre assombrissant encore ses jupes grises et sa main abîmée, se déplaçant instinctivement pour se cacher dans son dos. « Votre grâce, répondit-elle, et elle se demanda s'il pouvait entendre l'essoufflement dans sa voix. La façon dont sa présence inattendue semblait altérer l'air même de la serre, jusqu'à ce que même le parfum familier du jasmin semble presque écrasant dans sa douceur. « Je vous ai apporté quelque chose » dit-il sans préambule, et de la poche de son manteau, il sortit une petite bourse de soie d'un bleu profond, qui capta la lumière de la lampe, alors qu'il la tendait vers elle, et Eleanor se retrouva à fixer le cadeau offert, avec une confusion d'émotions qu'elle ne pouvait commencer à démêler. Elle ne fit aucun mouvement pour le prendre, sa main balafrée restant cachée tandis que sa main droite restait le long de son corps, et elle pouvait sentir le poids des convenances peser sur elle comme l'air humide avant un orage. « Votre grâce, je ne peux accepter de cadeau, » dit-elle doucement. Et les mots avaient un goût de cendre, alors même qu'elle les prononçait, alors même qu'une partie d'elle voulait désespérément tendre la main et prendre ce qu'il offrait, s'autoriser à croire que cette attention impossible pouvait signifier quelque chose au-delà de la charité ou d'une fantaisie passagère. Alexander ne retira pas sa main, mais fit plutôt un pas de plus, et Eleanor devint aiguëment consciente qu'au-delà du verre embué, le soir s'assombrissait vers la nuit, qu'ils étaient ne seuls ici comme ils l'avaient été cette première nuit, que les règles qu'elle invoquait pour se protéger étaient peut-être déjà brisées au-delà de toute réparation. « Ce sont des graines, » dit-il, et sa voix portait une douceur qui, d'une certaine manière, rendait tout pire, faisait que les défenses qu'elle avait construites autour de son cœur semblaient soudain aussi fragiles que du ver de serre. Des graines que j'ai collectées lors de mes voyages en Orient, des variétés que je n'ai jamais vues cultivées en Angleterre. Et j'ai pensé, il marqua une pause, et Eleanor se força à croiser son regard même si cela semblait dangereusement proche d'une chute, j'ai pensé que si quelqu'un pouvait les persuader de pousser dans notre climat, dans notre sol, ce serait vous. L'accent qu'il mit sur notre créa une intimité qui la terrifia, qui suggérait un avenir partagé, un partenariat qui s'étendait au-delà du simple professionnel,
et Eleanor sentit des larmes piquer inopinément ses yeux, parce que personne, en 32 ans, ne l'avait jamais regardée comme Alexander Pembroke la regardait maintenant, comme si elle possédait une valeur au-delà de son utilité, comme si sa compétence comptait, comme si elle-même comptait. Au loin, au-delà du verre, elle pouvait entendre le premier grondement du tonnerre, pouvait sentir à travers les panneaux de ventilation cette qualité électrique particulière qui précédait la pluie. Et quand Alexander s'avança et prit doucement sa main droite réticente pour y presser la bourse de soie, Eleanor ne se retira pas, même si elle savait qu'elle aurait dû, même si l'orage se rassemblait dans l'obscurité et se préparait à éclater sur le domaine, avec toute l'inévitabilité de tout ce qu'elle avait si désespérément essayé de ne pas espérer. L'orage éclata avec une violence surprenante, moins de 10 minutes après qu'Eleanor eut accepté la bourse de graines en soie, et les premières averses de pluie martelèrent les vitres de la serre avec une telle force qu'elle recula instinctivement des carreaux les plus proches, comme si la barrière entre l'abri et la tempête pouvait s'avérer insuffisante pour les protéger. Et Alexander se rapprocha dans un geste qui aurait pu être soit protecteur, soit simplement l'instinct de chercher de la compagnie face à la fureur de la nature. Et Eleanor découvrit que sa main serrait toujours la bourse de soie bleue comme si c'était quelque chose de précieux au-delà de toute mesure, ce qui était peut-être le cas, non pas pour la valeur monétaire de graines exotiques, mais pour ce que le don représentait, pour la possibilité qu'il suggérait qu'elle puisse être vue comme plus qu'une paire de mains serviables s'occupant de plantes que des femmes plus convenables admireraient plus tard. « Votre grâce, vous devriez retourner à la maison avant que les chemins ne deviennent impraticables. » dit-elle. Bien que même en prononçant ces mots, elle sentit leur vacuité, sentit la façon dont une partie d'elle désirait désespérément qu'il reste ici dans ce sanctuaire de verre, tandis que le monde extérieur se dissolvait dans l'eau et l'obscurité. Et Alexander secoua la tête avec un léger sourire qui suggérait qu'il comprenait exactement ce qu'elle n'avait pas dit, sous ce qu'elle avait dit. « Je pense que cette opportunité est déjà passée, » répondit-il. Faisant un geste vers les fenêtres maintenant complètement obscurcies par des torrents qui transformèrent le verre en rivière courante, et peu importe, j'ai été piégé dans des endroits bien pires qu'une serre en compagnie de compagnons bien moins intéressants. Et Eleanor sentit ses joues s'échauffer au compliment, tout en se disant de ne pas trop interpréter des mots qu'un duc pourrait offrir à n'importe qui, que le charme était peut-être simplement son mode naturel d'interaction avec le monde. Elle se déplaça pour vérifier les panneaux de ventilation, s'assurant qu'ils étaient bien fermés contre la pluie battante, et s'occupa à ajuster les lampes pour compenser l'obscurité prématurée que l'orage avait apportée. Et elle était consciente qu'Alexander la regardait accomplir ses tâches familières avec une attention qui semblait presque tangible, comme si son regard portait un poids et une chaleur qui la touchait même à travers l'espace humide entre eux. Le tonnerre se rapprocha, faisant trembler les vitres dans leur cadre, et Eleanor se sentit attirée vers le centre de la serre, où Alexander se tenait parmi les agrumes en pot, dont les fleurs blanches brillaient pâlement à la lumière des lampes. Et peut-être était-ce l'intimité imposée par l'orage, ou peut-être était-ce simplement que ses défenses s'étaient érodées régulièrement depuis cette première nuit où il l'avait trouvée ici. Mais quand il demanda doucement depuis combien de temps elle était veuve, elle se retrouva à répondre avec une vérité qu'elle n'avait dite à personne en ce lieu. « 3 ans, dit-elle, et sa voix sortit plus petite qu'elle ne l'avait prévu, mais cela semble à la fois plus long et plus court que ça, comme si le deuil avait une façon de déformer le temps, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tout à fait vous souvenir si la vie que vous aviez avant était réelle, ou quelque chose que vous avez imaginé dans un rêve que vous avez depuis oublié. » Elle n'avait pas eu l'intention d'en dire autant, n'avait pas eu l'intention de révéler le tournant philosophique que ces soirées solitaires avaient donné à ses pensées. Mais Alexander hocha la tête comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Et il dit doucement qu'il avait perdu son père 2 ans auparavant
et qu'il se tournait encore parfois pour lui parler avant de se souvenir. Et dans cette reconnaissance partagée de la perte, quelque chose changea entre eux, une barrière se dissolut comme la pluie dissolvait le verre clair en une opacité ruisselante. Et quand Eleanor sentit les larmes commencer à couler sur ses joues, quand elle s'entendit dire les mots qu'elle avait enfermés pendant 3 ans sur l'enfant qu'elle avait porté pendant 7 mois avant de perdre à la fois le bébé et son mari à la fièvre qui avait balayé leur village, Alexander combla la distance entre eux et la serra contre sa poitrine, avec une douceur qui brisa quelque chose en elle, qui s'était tenu rigide et cassant pendant bien trop longtemps. Et elle pleura contre son manteau, tandis que sa main lui caressait les cheveux, et que la pluie continuait son tambourinement incessant contre le verre qui les protégeait de tout sauf de la vérité de leur propre cœur, et sur sa main gauche, elle sentit le métal froid de son alliance pressé contre sa paume, alors qu'elle s'agrippait à ses revers, sentit le poids de la loyauté envers un passé mort en guerre, avec le dangereux présent vivant des bras de cet homme autour d'elle, et son souffle chaud contre sa tempe. Et quand elle se recula enfin et leva les yeux vers son visage, elle y vit quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la tendresse, à de la compréhension, au début de quelque chose qui la terrifiait précisément parce qu'elle le désirait si désespérément, et le moment s'étira, tendu entre eux, avec l'orage faisant rage à l'extérieur et le parfum de jasmin presque suffocant dans sa douceur, et sa main toujours posée contre sa joue, où il avait essuyé ses larmes. Et Eleanor sut avec une certitude absolue que tout était sur le point de changer de manière qu'elle ne pouvait ni empêcher ni entièrement prédire. Et cette connaissance ressemblait à se tenir au bord d'une falaise dans l'obscurité, incertaine si le prochain pas serait une chute ou un envol. Eleanor se réveilla le matin du 15 mai, avec la honte brûlant dans sa poitrine comme des braises, le souvenir de la soirée précédente se rejouant dans son esprit avec une clarté insoutenable. Comment elle avait pleuré contre le manteau d'Alexander, comment elle lui avait permis de la tenir comme si elle avait le moindre droit à un tel réconfort, comment elle avait levé les yeux vers son visage, avec son cœur nu et vulnérable dans son gros, et elle s'était levée avant l'aube pour se perdre dans le travail, taillant et arrosant avec des mains qui tremblaient légèrement chaque fois qu'elle se souvenait de la chaleur de ses bras autour d'elle, de la tendresse de sa voix quand il avait parlé de son propre deuil, et elle était plongée jusqu'au coude dans le rempotage d'une fougère capricieuse quand Mrs. Blake apparut à la porte de la serre, avec la nouvelle que Sa Grâce recevait des visiteurs et souhaitait une visite des jardins. Et le premier instinct d'Eleanor fut de refuser, de prétexter un travail qui ne pouvait être interrompu, mais l'expression de la gouvernante indiqua clairement que ce n'était pas une demande, mais une convocation. Et ainsi, Eleanor se retrouva à se laver les mains, à lisser sa robe grise et à rentrer les quelques mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chignon sévère. Et quand elle émergea dans le soleil éclatant du matin, elle trouva Alexander debout près de la roseraie, avec 3 dames vêtues de robes de promenade à la mode en mousseline imprimée, leurs ombrelles comme des fleurs vives sur la pelouse verte. Et même de loin, Eleanor put identifier Lady Caroline Hastings à l'inclinaison particulière de son menton qui parlait à la fois de beauté et de la certitude absolue de sa propre importance. Eleanor s'approcha avec une réticence lourde dans ses membres, sa main gauche abîmée cachée comme toujours légèrement derrière son dos, et elle garda les yeux baissés à la manière attendue des domestiques jusqu'à ce qu'Alexander dise avec une chaleur indubitable dans sa voix: « Ah, Mrs. Thornhill, j'espérais que vous pourriez vous joindre à nous. Ces dames ont exprimé leur intérêt pour les nouvelles plantations, et je leur ai dit que personne ne connaît les jardins mieux que vous, et Eleanor sentit le poids de 3 paires d'yeux l'évaluer avec la minutie particulière que les femmes à la mode appliquaient à celles qu'elles considéraient comme inférieures, cataloguant sa robe simple, ses mains burinées par le travail, son absence totale de beauté ou de grâce, et elle fit une légère révérence et murmura qu'elle serait heureuse de leur montrer les jardins,
bien que le bonheur fût peut-être la chose la plus éloignée de ce qu'elle ressentait, alors que Lady Caroline souriait avec des lèvres qui n'atteignaient pas ses yeux et disait d'une voix comme du miel versé sur du verre: « Comme il est charmant que sa grâce s'intéresse autant au personnel, cela en dit long sur son caractère. » N'est-ce pas? Bien qu'il faille prendre garde que la gentillesse ne soit pas prise pour quelque chose de plus particulier. La pique atterrit avec précision, et Eleanor sentit la couleur monter à ses joues, même si elle se força à rester calme, à les guider le long des sentiers qu'elle avait aidé à concevoir, signalant les variétés de rosiers qui fleuriraient tout l'été, le placement soigné des vivaces pour assurer une couleur continue, et elle était aiguëment consciente d'Alexander marchant à côté d'elle, plus près que nécessaire, lui demandant son avis sur diverses plantations, avec une déférence qui rendait le sourire de Lady Caroline de plus en plus cassant. Et quand ils atteignirent la serre, et qu'Eleanor expliqua le système qu'elle avait développé pour propager les spécimens exotiques, Alexander la regarda avec une admiration si évidente que Lady Caroline éclata de rire, un son comme du cristal qui se brise, et dit avec une cruauté exquise déguisée en plaisanterie: « Mon cher duc, vous parlez à votre jardinière comme si elle était une botaniste faisant une présentation à la Royal Society. » Et Eleanor sentit les mots la frapper comme un coup physique, sentit le poids familier de sa place dans le monde s'abattre à nouveau sur ses épaules comme des chaînes. Et elle vit quelque chose briller dans les yeux d'Alexander qui aurait pu être de la colère avant qu'il ne dise, avec une courtoisie parfaite et un acier indubitable sous les mottes: « Mrs. Thornhill possède plus de connaissances en horticulture que la plupart des hommes qui revendiquent ce titre, et je me considère chanceux d'avoir son expertise à ma disposition. » Et l'accent qu'il mit sur expertise créa une tension soudaine qui flotta dans l'air comme l'humidité avant un orage, et Eleanor réalisa avec une horreur naissante que sa défense d'elle, son estime évidente, ne ferait qu'aggraver infiniment les choses une fois que ces femmes seraient retournées dans leur salon et commenceraient à parler. 2 jours passèrent durant lesquels Eleanor se cantonna à la serre et à sa chaumière attenante, avec la détermination de quelqu'un qui comprenait que la visibilité signifiait la vulnérabilité. Et elle se dit que la rougeur de honte qui brûlait perpétuellement dans sa poitrine s'estomperait si elle évitait simplement la grande demeure et ses habitants, et surtout évitait toute possibilité de rencontrer Alexander Pembroke, dont la gentillesse était devenue plus dangereuse que n'importe quelle cruauté, parce qu'elle lui faisait espérer des choses qui ne pourraient jamais être, et elle travaillait parmi les tables de propagation l'après-midi du 17 mai, quand elle entendit des voix dérivées par la porte ouverte de l'appentis, la cadence particulière de domestiques parlant librement parce qu'ils se croyaient inobservés, et un instant fit figer Eleanor, les mains enfouies dans la terre et le souffle coupé, alors qu'elle reconnaissait la voix de Mary, l'une des femmes de chambre, disant avec un rire à peine réprimé que Lady Caroline avait dit à Mrs. Henderson qu'il avait dit à la cuisinière que le duc avait clairement passé trop de temps à l'étranger s'il pensait qu'une veuve avec une main estropiée et un visage de sermon du dimanche était une compagnie appropriée pour un homme de sa condition. Eleanor sentit les mots la frapper comme des coups, chacun atterrissant avec précision contre les endroits tendres qu'elle avait passé 3 ans à apprendre à protéger. Et une autre voix, appartenant à la Souillon dont Eleanor ne se souvenait pas du nom, ajouta avec la cruauté de la jeunesse que peut-être sa grâce avait simplement pitié de Mrs. Thornhill et ne réalisait pas comment sa charité serait interprétée. Comment les gens disaient déjà qu'il devait avoir des goûts étranges s'il passait autant de temps avec une femme qui semblait avoir été assemblée à partir de pièces détachées, et aucune d'entre elles n'étant les bonnes, et le rire qui suivit était clair et insouciant comme du verre qui se brise. Et Eleanor resta parfaitement immobile dans l'appentis, ses mains commençant à trembler et la terre tombant entre ses doigts comme les restes de rêves insensés s'effritant pour retourner à la terre. Elle attendit que les voix s'évanouissent avant de bouger, avant de s'autoriser à respirer à nouveau,
puis elle marcha avec une dignité soignée jusqu'à sa chaumière, où elle tira sa seule malle de sous le lit et commença à plier les quelques robes qu'elle possédait avec des mains qui tremblaient si violemment qu'elle dut s'arrêter 2 fois pour simplement presser ses paumes contre ses cuisses et s'ordonner de retrouver son calme. Et elle se dit que c'était inévitable, qu'elle avait su depuis le début qu'un homme comme Alexander Pembroke ne pourrait jamais voir une femme comme elle comme autre chose qu'un objet d'intérêt passager ou de pitié temporaire, que sa gentillesse avait été exactement ce que les domestiques suggéraient, une charité prise par son cœur désespérément seul pour quelque chose de plus chaleureux et de plus personnel. Le soir, elle avait emballé tout ce qu'elle possédait et avait écrit une lettre de démission de son écriture soignée, remerciant sa grâce pour l'opportunité de servir et expliquant que des affaires familiales exigeaient son départ immédiat, le mensonge ayant un goût amer sur sa langue même sous forme écrite, et elle s'assit à la petite table de sa chaumière, avec la lettre scellée et sa malle faite, et la dernière lumière s'estompant aux fenêtres. Et elle s'accorda un moment de deuil pour la vie qu'elle avait commencé à imaginer ici parmi les plantes qui étaient devenues ses compagnes. Et l'homme dont l'attention lui avait fait sentir pour la première fois depuis des années qu'elle pouvait être quelque chose de plus que la somme des rejets de la société. Puis elle pressa sa main gauche balafrée contre sa bouche pour étouffer le son de ses pleurs et se dit qu'au matin, elle serait partie avant que quiconque puisse assister à l'humiliation finale de son départ, avant qu'Alexander ne puisse offrir plus de la pitié que tout le monde voyait apparemment si clairement dans son estime pour elle, avant qu'elle n'ait à endurer les regards entendus des domestiques qui comprenaient ce qu'elle avait été trop sotte pour accepter, que certaines barrières ne pouvaient en être franchies, peu importe avec quelle douceur un duc pouvait parler d'horticulture, ou avec quelle tendresse il pouvait essuyer des larmes pendant un orage. Eleanor avait eu l'intention de s'éclipser avant l'aube comme un fantôme quittant une maison qu'il avait hantée brièvement et sans conséquence. Mais l'univers, ou le destin, ou peut-être simplement son propre chagrin épuisé, avait conspiré contre elle, et elle s'était endormie sur la chaise, à côté de sa malle faite, portant encore sa robe grise, avec sa lettre de démission serrée dans sa main gauche balafrée. Et quand elle se réveilla en sursaut, c'était pour trouver le soir s'installant, épais et doré, à travers les fenêtres de la chaumière, et le son de pas s'approchant avec le rythme confiant particulier qu'elle avait appris à reconnaître au cours de ces dernières semaines, et elle eut à peine le temps de se lever et de lisser ses jupes froissées, avant qu'Alexander n'apparaisse dans l'embrasure de la porte de sa chaumière, sans frapper, son visage rouge comme s'il avait cherché depuis un certain temps, son manteau sombre abandonné quelque part, et les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude dans un état de désarroi qu'elle ne l'avait jamais vu permettre auparavant. Et ses yeux allèrent immédiatement à la malle puis à la lettre dans sa main, et quelque chose dans son expression passa de l'inquiétude à ce qui ressemblait remarquablement à de la fureur, alors qu'il disait avec une intensité à peine contenue « Dites-moi que ce n'est pas ce que ça semble être. » Eleanor sentit son sang-froid soigneusement construit commencer à se fissurer sous le poids de son regard, sous l'accusation dans sa voix qui suggérait qu'elle lui faisait quelque chose à lui plutôt que de les protéger tous les deux des conséquences de sa gentillesse mal placée, et elle leva le menton et dit avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler qu'elle était reconnaissante pour l'opportunité de servir, mais qu'il était temps pour elle de chercher un poste ailleurs. Et les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles, le mensonge transparent comme du verre de serre. Et Alexander fit 3 pas dans la chaumière, et soudain le petit espace parut incroyablement intime, chargé d'une électricité qui faisait vibrer l'air lui-même, et il dit d'une voix rauque d'émotion. « Ne nous insultez pas tous les deux avec des fabrications polies, Eleanor. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce que vous avez entendu, et je sais que vous fuyez parce que la cruauté de la société vous a convaincu que mon estime pour vous est en quelque sorte honteuse ou mal avisée. » L'utilisation de son prénom sans permission ni préambule la frappa comme un contact physique, intime et possessif, et elle sentit des larmes commencer à brûler derrière ses yeux,
même si elle se força à dire qu'il ne comprenait pas, que son attention envers elle avait déjà fait jaser, qu'elle ne serait pas l'instrument de dommage à sa réputation ou à sa position, et pendant qu'elle parlait, sa voix commença à se briser et à la trahir. Et soudain, elle ne parlait plus de réputation du tout, mais de la vérité plus profonde en dessous, qu'elle ne pouvait pas supporter d'être un objet de pitié, ne pouvait pas endurer de savoir que quand il la regardait, il ne voyait que quelqu'un à sauver ou à réformer ou à racheter par l'exercice de sa noble carité. Alexander émit un son qui aurait pu être de la frustration ou de la douleur et combla la distance restante entre eux, et dans un geste qui dispersa ses mots, comme des oiseaux effarouchés, il tendit la main et prit la lettre de démission de sa main, et la déchira proprement en deux, puis de nouveau, les morceaux tombant sur le sol de la chaumière comme de la neige, et il dit avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous croyez que j'ai pitié de vous, que mon estime est de la condescendance déguisée en gentillesse, mais vous avez tort, Éléonore. Vous avez spectaculairement et complètement tort, et je suis sur le point de le prouver d'une manière qui ne laissera aucune place à votre martyre obstiné ou à votre détermination à vous croire indigne d'une affection sincère. » Éléonore sentit le monde basculer et se rétrécir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le petit espace de sa chaumière et l'homme debout assez près pour qu'elle puisse voir les fines rides au coin de ses yeux et la nuance particulière d'or qui filait à travers le brun de son iris, et avant qu'elle ne puisse rassembler un autre argument ou ériger un autre mur de défense, il leva la main et traça la ligne de sa mâchoire avec des doigts qui tremblaient légèrement, comme si lui aussi sentait le poids de ce moment, de ce franchissement d'une frontière invisible qui, une fois traversée, ne pourrait jamais être défaite, et il dit d'une voix rauque d'émotion que ce qu'il ressentait pour elle n'avait rien à voir avec la pitié, et tout à voir avec la façon dont elle parlait de la composition du sol, comme si c'était de la poésie, la façon dont sa main balafrée se déplaçait avec une grâce inconsciente parmi les plantes, la façon dont elle avait pleuré pour un enfant perdu pendant un orage et lui avait confié un chagrin qu'elle ne partageait manifestement avec personne d'autre, la façon dont elle le défiait et le questionnait et le traitait non pas comme un duc auquel il fallait se soumettre, mais comme un homme à considérer et parfois à contredire, et toujours à rencontrer en égal. Elle se tenait figée sous son contact, respirant à peine, sentant l'architecture soignée de sa résignation s'effriter comme de l'argile séchée au soleil, et quand elle essaya de parler, il plaça doucement son pouce contre ses lèvres et dit qu'il avait passé 3 ans à voyager sur le continent, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, entouré des beautés les plus célèbres et des femmes les plus éligibles d'une douzaine de villes, et il n'avait ressenti qu'une appréciation distante comme on pourrait en ressentir pour une peinture bien exécutée ou un morceau de musique particulièrement fin, esthétique et vide. Et puis, il était retourné à son domaine et avait trouvé une veuve dans sa serre à minuit, parlant au jasmin comme si les fleurs pouvaient l'entendre. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, il s'était senti véritablement curieux, véritablement engagé, véritablement éveillé. Les mots tombèrent sur Éléonore comme de la pluie, s'infiltrant dans le sol desséché de sa perception de soi, et elle sentit quelque chose d'ancien et de blessé commencer à se déployer dans sa poitrine comme une graine qui avait attendu des années les bonnes conditions pour risquer la vulnérabilité de la croissance. Et quand Alexander déplaça sa main de ses lèvres pour lui prendre le visage en coupe avec une tendresse qui fit brûler ses yeux de larmes, elle n'essaya pas de se retirer. Et quand il se pencha avec une lenteur angoissante, comme pour lui donner toutes les chances de refuser, elle découvrit au contraire qu'elle se hissait sur la pointe des pieds pour combler la distance entre eux. Et puis sa bouche fut sur la sienne, et la chaumière, et la malle, et la lettre de démission déchirée, éparpillée sur le sol, cessèrent d'exister. Et il n'y avait que l'intimité choquante des lèvres et du souffle, et son goût, qui était en quelque sorte exactement juste, et ses bras l'entourèrent, l'attirant contre la chaleur solide de son corps.
et elle sentit sa main balafrée se lever d'elle-même pour se presser contre la vitre de la fenêtre derrière elle, où de la condensation avait commencé à se former dans l'air du soir qui se rafraîchissait, et le parfum de jasmin qui flottait par la porte ouverte de la serre était si écrasant qu'il sembla à Eleanor que le monde entier s'était rétréci à ce seul moment de reconnaissance et de reddition et d'espoir impossible et terrifiant. Eleanor se réveilla le lendemain matin pour se retrouver encore habillée et allongée sur le couvre-lit de son lit étroit. La lumière de l'aube se déversant par les fenêtres de la chaumière en rubans d'or pâle qui parlait d'un monde transformé, et pendant un instant de désorientation, elle se demanda si la soirée précédente n'avait été qu'un rêve fiévreux conjuré par l'épuisement et la solitude, mais ensuite elle toucha ses lèvres de ses doigts hésitants et les sentit encore tendres de la pression de sa bouche, et sut avec une certitude qui s'installa dans ses os comme une chaleur après un long froid que cela avait été réel, qu'Alexander l'avait embrassée au milieu des jasmins, avec une passion qui avait défait toutes les frontières prudentes qu'elle avait construites autour de son cœur. Et cette connaissance la remplit à parts égales de joie et de terreur parce que tout avait changé et qu'il n'y avait pas de chemin de retour vers la sécurité de l'invisibilité et des attentes modestes. Elle se leva, se lava le visage dans la cuvette et enfila une robe grise fraîche, bien que ses mains tremblassent si fort qu'elle eut du mal avec les boutons, et elle essayait d'épingler ses cheveux en un semblant d'ordre quand elle entendit le bruit d'une voiture arrivant à la grande demeure, les roues crissant sur le gravier avec une autorité qui suggérait la richesse et l'importance, et par sa fenêtre, elle put voir une calèche blasonnée d'un écusson qu'elle ne reconnut pas, tirée par 4 baies assorties, et même à cette distance, elle pouvait sentir que son arrivée signifiait quelque chose de significatif, quelque chose qui affecterait la nouvelle réalité fragile qu'elle et Alexander avaient créée dans l'obscurité intime de sa chaumière. Elle se rendit à la serre comme elle le faisait toujours, cherchant le réconfort des routines familières et la présence sans jugement de ses plantes, mais elle n'y était que depuis à peine 20 minutes, quand Mrs. Blake apparut à la porte, avec une expression qui réussissait à combiner sympathie et avertissement à parts égales, et la gouvernante dit doucement que la duchesse douairière d'Ashworth était arrivée sans préavis et que sa grâce avait demandé à Eleanor de se rendre disponible cet après-midi, car il y avait des questions à discuter, et la neutralité soignée de la formulation ne pouvait dissimuler la tension sous-jacente, et Eleanor sentit sa brève matinée d'espoir fragile commencer à se fissurer comme une fine couche de glace sous un poids inattendu. Elle passa les heures jusqu'à l'heure du rendez-vous à accomplir ses tâches avec une précision mécanique, enlevant les fleurs fanées, vérifiant l'humidité du sol et ajustant les panneaux de ventilation. Mais son esprit était consumé par des visions d'Alexander regrettant la soirée précédente, de sa famille exigeant qu'elle soit renvoyée, de la correction inévitable qui devait survenir quand un duc s'oubliait temporairement, avec une employée si loin en dessous de sa condition. Et au moment où l'horloge sonna 2 heures et qu'elle se dirigea vers la grande demeure, sa main balafrée serrée contre sa jupe, elle s'était presque convaincue qu'elle aurait dû partir quand elle en avait eu l'occasion. Qu'elle avait été une idiote de croire, ne serait-ce qu'un instant, que des baisers parfumés au jasmin pouvaient combler le vaste gouffre entre une gardienne de serre veuve et un homme dont l'ascendance remontait à 6 générations de lignée noble, ininterrompue. Le salon dans lequel Eleanor fut introduite, à précisément 2 heures et demie, était un monument à la sobriété aristocratique, tout en murs de soie bleu pâle, et meubles tapissés de damas crème aux pieds dorés qui parlaient d'une richesse si établie qu'elle n'avait pas besoin de s'annoncer. Et assise au centre de cet espace raffiné, comme une reine tenant sa cour se trouvait une femme qui ne pouvait être que la duchesse Douairière, ses cheveux d'argent arrangés en tresses élaborées sous un bonnet de dentelle, sa posture si rigide et parfaite qu'elle semblait avoir été sculptée dans le marbre, et à sa gorge brillait une broche d'émeraude de la taille d'un œuf de caille qui captait la lumière de l'après-midi et projetait un feu vert à travers la pièce.
Alexander se tenait près de la cheminée, avec une expression qu'Eleanor ne lui avait jamais vue auparavant, quelque chose de froid et de formel qui le faisait soudain ressembler à l'aristocrate, qu'il était plutôt qu'à l'homme qui l'avait embrassé à en perdre le souffle parmi les jasmins la veille au soir. Et quand Eleanor entra et fit une révérence aussi profonde que ses jambes tremblantes le lui permettaient, elle sentit le poids du regard de la douairière comme une pression physique, l'évaluant et la rejetant en l'espace de 3 secondes avec une minutie qui donna à Eleanor l'impression que sa robe grise, ses bottes pratiques et sa main balafrée avaient été cataloguées et jugées complètement insuffisantes. La douairière ne l'invita pas à s'asseoir, et Eleanor resta donc debout au centre du tapis coûteux, se sentant comme une servante appelée à rendre des comptes pour une transgression, et quand la femme plus âgée parla enfin, sa voix était cultivée et froide comme une pluie d'hiver, s'enquérant sur un ton d'une politesse exquise, de la durée de l'emploi d'Eleanor sur le domaine, de ses circonstances antérieures, et de savoir si elle avait une famille de quelque rang qui pourrait se porter garante de son caractère, chaque question étant une lame délicate conçue pour couper sans paraître faire couler le sang. Eleanor répondit avec autant de dignité qu'elle put en rassembler, expliquant qu'elle était veuve depuis 3 ans, lorsque son mari avait péri dans le même incendie qui avait endommagé sa main, qu'il ne lui restait aucune famille, à l'exception d'un cousin éloigné dans le Yorkshire, avec qui elle n'avait aucun contact, qu'elle avait subvenu à ses besoins grâce à des postes dans 4 ménages différents avant d'accepter le rôle de gardienne de serre il y a 6 mois. Et elle regarda l'expression de la douairière devenir progressivement plus froide à chaque révélation de ses origines modestes et de son manque de relations sociales. Et quand Alexander tenta d'intervenir pour dire que le talent d'Eleanor avec les plantes rares était exceptionnel et qu'elle avait transformé les jardins du domaine, sa mère le fit taire d'un seul regard qui parlait de décennies d'autorité maternelle. L'interrogatoire se poursuivit pendant ce qui parut des heures, mais n'aurait pu être plus de 20 minutes, des questions sur l'éducation d'Eleanor, si elle allait régulièrement à l'église et ce qu'elle imaginait précisément que son avenir sur le domaine pourrait comporter. Et pendant tout ce temps, Eleanor garda la colonne vertébrale droite, sa main balafrée immobile et sa voix égale, même si elle sentait sa brève floraison d'espoir être systématiquement taillée jusqu'aux tiges nues. Et quand la douairière la congédia enfin, avec l'instruction de retourner à ses tâches et une suggestion pointue qu'elle devrait considérer si ce poste était vraiment approprié pour quelqu'un de sa situation particulière, Eleanor fit une autre révérence et sortit de la pièce la tête haute. Et elle ne s'autorisa pas à regarder Alexander, parce qu'elle savait que si elle croisait son regard, elle se briserait comme du verre de serre frappé par une pierre. Les 3 jours qui suivirent l'interrogatoire de la douairière passèrent avec la lenteur particulière du temps, mesurée en battements de cœur plutôt qu'en heures, et Eleanor se retira dans un schéma familier d'autoprotection qui l'avait bien servi à travers le veuvage, la pauvreté et les cruautés désinvoltes d'un monde qui n'avait que faire des femmes sans beauté, sans fortune ou sans relations puissantes, c'est-à-dire qu'elle se rendit de nouveau invisible, n'arrivant à la serre qu'après la tombée de la nuit, et partant avant que la première lumière ne touche le ciel oriental. Accomplissant ces tâches avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui a appris que ne rien ressentir est infiniment plus sûr que de laisser l'espoir prendre racine là où il ne peut qu'être arraché. Elle évitait entièrement la grande demeure, prenait ses repas dans sa chaumière, et quand Mrs. Blake frappa à sa porte avec des demandes inquiètes, Eleanor prétexta un léger rhume de printemps qui rendait les interactions sociales déconseillées. Et le mensonge avait un goût amer sur sa langue, mais pas aussi amer que la vérité l'aurait été. À savoir qu'elle ne pouvait supporter de voir le visage d'Alexander et d'y trouver soit de la pitié pour son humiliation, soit pire. La politesse froide d'un homme qui avait retrouvé ses esprits et réalisé qu'un moment de passion dans l'obscurité parfumée au jasmin n'était pas une base pour défier les attentes de sa classe et de sa famille. La serre, la nuit,
redevint son sanctuaire comme elle l'avait été avant qu'il n'y entre cette première soirée, il y a une éternité fin avril, et elle trouva un réconfort mélancolique dans les rythmes familiers de l'arrosage et de la taille, et dans la compagnie silencieuse des plantes, qui ne lui demandaient rien d'autre que des soins compétentes, bien qu'elle ne pût s'empêcher de remarquer que la rare orchidée dont ils s'étaient occupés ensemble avec tant d'attention avait enfin commencé à fleurir, ses pétales pâles se déroulant à la lueur des bougies comme un reproche, ou peut-être une promesse. Et elle toucha les délicates fleurs de sa main balafrée et sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine, car une telle beauté semblait incroyablement cruelle, alors que sa propre brève floraison avait été si radicalement rabattue. La troisième nuit, elle ajustait les panneaux de ventilation près de l'orchidée, quand elle entendit des pas sur le chemin de gravier à l'extérieur, et son cœur se serra, mêlant désir et appréhension, car elle connaissait maintenant sa démarche aussi bien que sa propre respiration, mais elle ne se retourna pas quand la porte s'ouvrit et que sa voix se fit entendre, basse et frustrée, à travers l'air humide, demandant pourquoi elle l'avait évité, et si elle s'imaginait qu'il était si faible de volonté qu'il se laisserait influencer par la désapprobation de sa mère, et Eleanor lui tourna le dos. Les yeux fixés sur l'orchidée, et dit avec un calme qui lui coûta tout qu'elle pensait qu'il valait mieux qu'ils reviennent à un arrangement plus approprié, qu'elle était reconnaissante pour sa gentillesse passée, mais qu'elle comprenait les réalités de leurs positions respectives, et les phrases formelles et prudentes semblaient des éclats de verre dans sa bouche, mais elle les força à sortir parce que le protéger du scandale de l'association avec elle semblait le seul cadeau qu'il lui restait à offrir, et quand il traversa l'espace entre eux et la retourna par les épaules pour lui faire face, elle vit dans ses yeux non pas du soulagement, mais quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fureur. La fureur dans les yeux d'Alexander brûlait avec une telle intensité qu'Éléonore fit un pas en arrière involontaire et sentit le bord de l'établi de rempotage pressé contre sa colonne vertébrale, la piégeant entre le bois et l'homme, dont elle avait si désespérément essayé de refuser l'estime pour ce qu'elle s'était convaincue être sa propre protection et ses meilleurs intérêts, et sa voix, quand il parla, était basse et contrôlée, de la manière qui suggérait des émotions contenues seulement par un effort considérable, alors qu'il l'informait qu'il n'avait pas demandé sa permission pour se soucier d'elle, et qu'il serait damné 2 fois plutôt que de laisser les notions désuètes de sa mère sur les unions appropriées dicter qui il poursuivrait ou non. Et Eleanor ouvrit la bouche pour protester qu'elle essayait de lui épargner le scandale et les difficultés sociales qui suivraient inévitablement toute attache sérieuse à une femme de sa condition. Mais il continua de parler avec une détermination qui ne laissait aucune place à ses arguments sacrificiels. Il lui dit qu'il avait passé 6 ans à l'étranger, précisément parce qu'il s'était lassé des attentes étouffantes d'une société qui valorisait les lignées plus que le caractère et la fortune, plus que la valeur réelle, qu'il était revenu en Angleterre, en espérant trouver quelque chose de vrai au milieu de tout l'artifice performatif des rassemblements mondains et des négociations de mariage stratégiques, et que la découvrir dans sa serre, s'occupant d'orchidées avec plus de savoir et de soin que la plupart des soi-disant experts qu'il avait rencontrés sur 3 continents, avait été comme tomber sur de l'eau après avoir traversé un désert, et imaginait-elle vraiment qu'il renoncerait à cette découverte simplement parce que sa mère désapprouvait, ou parce qu'Eleanor elle-même avait décidé dans son infini martyre qu'elle savait mieux que lui ce qui servirait son bonheur. Les mots frappèrent Eleanor comme des coupes physiques, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient prononcés avec une honnêteté si brute qu'ils contournèrent toutes ses défenses soigneusement construites, et elle sentit des larmes brûlantes poindre derrière ses yeux alors qu'il tendait la main et prenait sa main balafrée dans les siennes, et lui disait avec une douceur dévastatrice qu'il comprenait qu'elle avait été blessée, rejetée et enseignée par une amère expérience à n'attendre rien d'autre que la même chose, mais qu'elle devrait faire mieux qu'un noble sacrifice de soi si elle souhaitait vraiment se débarrasser de lui,
car il n'avait aucune intention de lui faciliter la fuite. Il relâcha sa main, recula et, d'une voix qui était effacée de l'intensité passionnée au calcul calme, l'informa que l'assemblée du village était prévue pour le 28 mai, qu'il s'attendait à ce qu'elle y assiste en tant que son invitée, et que si elle acceptait, il démontrerait en des termes ne laissant aucune place à l'incompréhension ou à l'ambiguïté sociale quelles étaient exactement ses intentions envers elle. Et Eleanor le regarda fixement, sentant le monde basculer, car il parlait de déclaration publique dans un lieu où la moitié du comté assisterait à la déclaration qu'il choisirait de faire. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, il était parti, la laissant seule avec les orchidées en fleurs, l'odeur persistante de sa présence, et un choix qui la terrifiait, plus que n'importe quelle dose de sécurité solitaire ne l'avait jamais fait. La salle de l'assemblée du village, le soir du 28 mai, flamboyait à la lueur des bougies qui vacillaient sur des murs décorés de fleurs de printemps, et se reflétaient sur les bijoux qui ornaient chaque femme d'importance du comté. Et Eleanor se tenait juste à l'entrée, se sentant comme si elle était montée sur une scène où chaque œil était un projecteur braqué sur ses insuffisances, cataloguant avec une précision impitoyable les manières dont elle n'avait pas sa place parmi des femmes, dont les robes coûtaient plus que ce qu'elle avait gagné en une année de travail dans la serre, et dont la confiance venait de n'avoir jamais douté de leur droit d'occuper de beaux espaces et d'exiger l'attention. La soie d'un bleu profonde qu'elle portait avait été cousue dans une hâte frénétique par Mrs. Blake et la sœur de la gouvernante. Le tissu étant un cadeau d'Alexander qui était arrivé à sa chaumière 3 jours auparavant, avec une note de sa main audacieuse déclarant simplement que le gris ne lui allait pas et qu'il s'attendait à la voir dans des couleurs qui correspondaient à ses yeux. Et bien que la robe lui allât assez bien et que le style fût actuel, Eleanor ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle jouait à se déguiser dans des parures empruntées. Une enfant prétendante à une sophistication qui serait dépouillée dès que quelqu'un regarderait d'assez près pour voir la veuve aux mains balafrées et sans nom de famille digne de mention. Elle était arrivée seule, comme Alexander l'avait demandé. Bien que l'instruction ait semblé cruelle jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il avait l'intention que leur entrée ensemble soit vue de tous, et maintenant, elle se tenait près d'une colonne, essayant de se faire plus petite tandis que les conversations mouraient autour d'elle et que les murmures s'élevaient comme de la fumée, et elle captait des fragments de spéculation sur la condescendance choquante du duc et la présomption de la pauvre Mrs. Thornhill, et, vraiment, à quoi pouvait-il bien penser? Et la honte familière brûlait dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la fureur dans ses yeux quand elle avait essayé de le libérer de toute obligation et de la façon dont il avait tenu sa main balafrée, comme si c'était quelque chose de précieux. Les musiciens accordèrent leurs instruments, et le maître de cérémonie annonçait la première série de danses quand une vague d'attention traversa la foule comme le vent sur l'eau, et Eleanor leva les yeux pour voir Alexander entrer par les portes principales, vêtu d'un habit noir formel qui soulignait la largeur de ses épaules et les plans aristocratiques de son visage. Et à sa main, captant la lueur des bougies, se trouvait une bague en or portant son blason familial que chaque personne présente reconnaîtrait comme la chevalière transmise à travers 8 générations de ducs, et il balayait de la pièce avec l'intensité concentrée d'un homme en mission, jusqu'à ce que ses yeux trouvent les siens à travers l'espace bondé, et que toute son expression se transforme en quelque chose de si tendre et déterminé qu'Eleanor en oublia de respirer. Il traversa directement vers elle sans s'arrêter pour répondre aux salutations lancées par diverses familles, pleines d'espoir ou à l'expression choquée sur le visage de Lady Caroline Hastings. Et quand il atteignit Eleanor, il s'inclina avec une formalité qui était du pur théâtre avant de lui tendre la main et de dire d'une voix calculée, pour porter à travers la salle désormais silencieuse, qu'il espérait qu'elle lui avait gardé la première danse. Et Eleanor plaça sa main balafrée dans la sienne et sentit le monde basculer de manière irrévocable, alors qu'il la menait sur la piste de danse. La valse commença sur une seule note claire du violon, et Alexander plaça sa main à la taille d'Eleanor,
avec une assurance qui se transmit à travers la soie, la peau et l'architecture fragile de ses défenses restantes. Et alors qu'ils entament les premières figures, elle était aiguëment consciente que tous les yeux dans la salle de l'Assemblée restaient fixés sur eux avec une attention qui était à parts égales scandale et fascination, car les ducs ne réclamaient pas la première danse avec des gouvernantes veuves, peu importe la finesse de la robe ou la bonne exécution des pas, et pourtant, Alexander la guidait à travers les mouvements avec une habileté qui la faisait se sentir gracieuse malgré son tremblement, et une fierté dans son expression, qui suggérait qu'il escortait la femme la plus accomplie d'Angleterre, plutôt qu'une dont la dernière danse avait eu lieu à un mariage de campagne 5 ans auparavant. Il la tenait plus près que la stricte bienséance ne le permettait, et lui parlait d'une voix destinée à ses seules oreilles, lui disant qu'elle était belle, et que le bleu faisait ressortir des profondeurs dans ses yeux qu'il n'avait fait qu'entrevoir auparavant à la lueur des bougies, et Eleanor sentit la chaleur monter à ses joues alors qu'elle réussissait à murmurer qu'il créait un spectacle et que les ragots seraient impitoyables le lendemain matin. Ce à quoi il répondit avec un sourire qui tenait à la fois de la malice et de la détermination, qu'il comptait dessus, car l'ambiguïté les avait mal servis, et il avait l'intention de ne laisser aucun doute dans l'esprit de quiconque sur la nature de son estime ou le sérieux de ses intentions. La musique enfla, et ils tournèrent à travers une série de rotations qui les firent passer devant Lady Caroline Hastings, dont l'expression était passée du choc à l'indignation, puis à une sorte de retraite calculée, et Eleanor regarda la femme qui avait mené la campagne de murmures cruels rassembler son groupe et se diriger vers la sortie avec une hâte qui suggérait un retrait stratégique. Et cette vue remplit Eleanor d'un sentiment dangereusement proche du triomphe, même si son esprit rationnel l'avertissait qu'une seule danse publique ne refaisait pas l'ordre social, ni n'effaçait le gouffre entre un duc et une femme sans importance. Mais Alexander semblait déterminé à prouver que son esprit rationnel avait tort, car lorsque la valse se termina, il ne la relâcha pas, ni ne la ramena sur le côté, mais garda plutôt sa main dans la sienne, et la conduisit directement là où sa mère se tenait en conversation avec le magistrat local et sa femme. Et le visage de la duchesse douairière, lorsqu'elle les vit approcher, était une étude de mécontentement aristocratique à peine contenue sous un vernis de civilité publique. Pourtant, Alexander présenta Eleanor comme la femme responsable d'avoir redonné à sa sœur sa gloire d'antan et parla de ses connaissances et de son talent, avec une telle chaleur et un tel respect que la femme du magistrat commença à poser des questions sur les roses, et la douairière se retrouva contrainte par les règles de la bonne société à accuser réception de la révérence d'Eleanor et à faire la conversation. D'autres couples avaient pris la piste pour la deuxième danse, mais Alexander ne fit aucun mouvement pour quitter le côté d'Eleanor, et, progressivement, d'autres commencèrent à s'approcher. Certains attirés par une véritable curiosité pour la femme qui avait captivé l'attention ducale, et d'autres par le calcul social qui suggérait que s'aligner sur son choix pourrait s'avérer avantageux, et Eleanor se retrouva entraînée dans des conversations sur le jardinage, la gestion du domaine et même une invitation timide à prendre le thé de la part de la fille d'un baronnet qui avoit tué toutes les plantes qu'elle touchait et avoir désespérément besoin de conseils. L'après-midi du 2 juin arriva avec le genre de lumière dorée qui transformait les vitres de la serre en panneaux d'ambre et de miel, et Eleanor se tenait parmi les plantes dont elle s'était occupée pendant les 8 derniers mois, se sentant comme si elle avait vécu plusieurs vies depuis cette première soirée, où elle avait été surprise par la présence d'Alexander dans ce qu'elle croyait être son sanctuaire privé, et maintenant, il avait fait savoir par Mrs. Blake qu'il souhaitait la voir ici à 4 heures concernant une affaire de quelque importance, et bien que l'assemblée ait eu lieu 5 jours auparavant, et que le monde ne se soit pas effondré malgré ses craintes, Eleanor ne pouvait tout à fait faire taire la voix qui murmurait que c'était ici qu'il expliquerait que le soutien public était une chose, mais que l'engagement privé en était une autre.
Elle avait travaillé avec l'orchidée dont ils s'étaient occupés ensemble, le spécimen rare qui avait finalement fleuri en cascade de fleurs blanches marquées de la plus légère touche de rose, et elle ajustait sa position pour capter la lumière de l'après-midi quand elle entendit la porte de la serre s'ouvrir et se tourna pour voir Alexander entrer avec une expression qui combinait nervosité et détermination à parts égales, et la vue d'un duc ayant l'air incertain apaisa sa propre anxiété de manière fractionnée, car ce qu'il était venu dire comptait manifestement assez pour le dépouiller d'une partie de sa confiance habituelle. Il traversa jusqu'à l'endroit où elle se tenait parmi les tables de plantes soigneusement arrangées, et, pendant un long moment, il la regarda simplement avec une intensité qui la rendit aiguement consciente de sa robe de travail pratique, de la terre sous ses ongles et de la façon dont ses cheveux se détachaient de leurs épingles, puis il tendit la main et prit ses 2 mains dans les siennes, y compris la gauche balafrée qu'il traitait toujours comme si elle était précieuse plutôt qu'abîmée, et il dit qu'il avait réfléchi à la façon dont ils avaient commencé dans cet espace et combien il semblait approprié d'y revenir pour ce qu'il espérait être un nouveau départ. Eleanor sentit son cœur s'accélérer alors qu'il relâchait l'une de ses mains pour chercher dans la poche de son gilet, et en sortit une petite boîte de velours qui semblait vieille et bien entretenue. Et quand il l'ouvrit, elle vit une bague en or rose sertie d'un unique saphir parfait, entourée de petits diamants qui captaient la lumière de la serre et la dispersaient en un feu bleu. Et Alexander expliqua qu'elle avait appartenu à sa grand-mère qui, selon la légende familiale, avait été la seule personne que son grand-père ait jamais vraiment aimée. Bien qu'elle fût la fille d'un vicaire de campagne sans fortune ni relation, et que sa grand-mère avait insisté sur le fait que l'amour importait plus que la lignée, et avait apparemment eu raison, comme en témoignaient 40 années de mariage dévoué. Il dit à Eleanor qu'il savait, depuis le soir de l'orage où elle lui avait confié son chagrin, qu'il voulait passer les années qui lui restaient à apprendre les profondeurs de son esprit et de son cœur, et que l'Assemblée avait été sa façon de dire à la société que son choix était fait, mais que ce moment était pour eux seuls, sans public ni performance. Et puis Alexander Pembroke, duc d'Ashworth, descendit sur un genou sur le sol de la serre, parmi les plantes qu'ils avaient fait pousser ensemble, et demanda à Eleanor Thornhill si elle consentirait à être sa femme. La duchesse d'Ashworth et sa partenaire en toutes choses pour le temps qui leur serait accordé. Le matin du 15 juin se leva avec le genre de clarté parfaite qui ressemblait à une bénédiction, et Eleanor se réveilla dans la petite chaumière qui avait été sa maison pendant ces mois de transformation, sachant que c'était la dernière fois qu'elle se lèverait dans ce lit étroit en tant qu'Eleanor Thornhill, car le soir venu, elle serait Eleanor Pembroke, duchesse d'Ashworth, un titre qui semblait encore être un vêtement d'emprunt malgré la bague à son doigt et les 2 semaines de préparatifs qui avaient transformé la chapelle du domaine d'un sanctuaire tranquille en un espace orné de masses de roses blanches et du jasmin sur lequel Alexander avait insisté, car il disait que son parfum était inextricablement lié au souvenir de son amour naissant. Mrs. Blake arriva à 8 heures pour l'aider à s'habiller, et la gouvernante, qui avait été bonne quand la bonté était rare, se déplaçait dans la chaumière, avec une efficacité qui ne pouvait tout à fait cacher les larmes dans ses yeux, alors qu'elle lassait Eleanor dans la robe de soie ivoire qui avait été confectionnée par la plus belle modiste de Londres, une robe qui réussissait à être à la fois élégante et simple, avec de longues manches qui couvraient les cicatrices sur la main gauche d'Eleanor, et une encolure qui encadrait le pendentif en saphir qu'Alexander lui avait offert comme cadeau de mariage, assorti à la bague qu'elle portait. Thomas, le jardinier en chef, lui apporta son bouquet à 9h30, du jasmin et des roses blanches liées par un ruban d'ivoire, et il lui dit d'un ton bourru que le duc était un homme chanceux, et que quiconque l'avait vu ramener la serre de l'abandon savait qu'elle avait le genre de force patiente qui lui servirait bien dans le désert particulier de la vie aristocratique, et Eleanor l'étreignit avec gratitude
pour son amitié constante tout au long des semaines incertaines. La cérémonie était fixée à 11 heures et la liste des invités avait été délibérément restreinte, Alexander ayant déclaré qu'il ne voulait que ceux qui leur souhaitaient sincèrement du bien plutôt que le défilé d'obligations sociales qu'un mariage ducal exigeait habituellement, et ainsi la chapelle contiendrait peut-être 40 âmes, y compris le vicaire et sa femme qui avaient connu Eleanor lors de son premier veuvage et ne l'avaient jamais traitée comme moins qu'entièrement humaine. Elle marcha jusqu'à la chapelle, à travers les jardins du domaine, qui étaient maintenant dans leur pleine gloire estivale, et Alexander attendait à l'autel dans un habit de drap fin bleu foncé qui rendait ses yeux lumineux. Et l'expression sur son visage quand il la vit entrer au bras de Thomas, car elle n'avait ni père ni frère pour accomplir cet office, était d'une joie si candide qu'Eleanor sentit ses dernières craintes se dissoudre comme la brume matinale sous le soleil. La cérémonie elle-même se déroula dans une sorte de brume dorée, les paroles du vicaire sur l'amour. La fidélité et l'union de deux âmes en un seul partenariat résonnant dans l'espace de pierre, tandis que la lumière filtrait à travers les vitraux et les peignait tous deux de couleurs semblables à une bénédiction, et quand Alexandre prononça ses vœux, sa voix était ferme et certaine, et quand Eleanor prononça les siens, elle s'émerveilla de sa propre clarté, car pour la première fois depuis des années, elle faisait une promesse qu'elle croyait de tout son cœur pouvoir tenir. La duchesse douairière était assise au premier rang, portant la broche en émeraude dont Eleanor se souvenait de leur première rencontre difficile, et bien que son expression restât soigneusement neutre, il y avait quelque chose dans la façon dont elle inclina la tête, quand Eleanor croisa son regard qui suggérait, sinon l'approbation, du moins l'acceptation. Et Eleanor comprit que certaines victoires se mesuraient en centimètres plutôt qu'en kilomètres, et que c'était suffisant pour ce jour. L'après-midi du 20 mai 1819 arriva, chaud et lumineux, et Eleanor se tenait dans la serre qui avait été agrandie pendant les mois d'hiver en une structure 2 fois plus grande que sa taille originale, avec des ailes supplémentaires pour la propagation et un espace dédié au jardin d'herbes médicinales qu'elle avait proposé à Alexander l'automne dernier, et elle posa une main sur le renflement de son ventre où leur enfant grandissait et tournait sous son cœur, tandis que de l'autre, elle examinait l'orchidée qui avait été la première chose dont ils s'étaient occupés ensemble, et qui avait maintenant été propagée en 12 spécimens sains qui fleurissaient dans toute la serre en cascades de blanc et de rose, remplissant l'air d'un parfum délicat. Elle venait de finir d'instruire les 2 nouvelles apprenties jardinières qu'Alexander avait engagées sur sa recommandation, de jeunes femmes du village qui montraient une aptitude et un intérêt sincères et qui regardaient Eleanor avec quelque chose qui approchait de l'admiration, car la duchesse d'Ashworth, qui travaillait encore de ses propres mains parmi les plantes et la terre, était une figure différente de toute autre femme de rang qu'elles avaient rencontrée. Et Eleanor avait découvert qu'elle tirait une profonde satisfaction à transmettre le savoir qui avait été son refuge dans des années plus sombres et à le voir prendre racine dans des esprits avides d'un but au-delà de ce que la société offrait généralement aux femmes de leur condition. Alexander la trouva là à 3 heures, comme il le faisait souvent l'après-midi, desserrant sa cravate en entrant dans la chaleur humide et traversant jusqu'à l'endroit où elle se tenait pour déposer un baiser sur sa tempe et poser sa paume sur la sienne, à l'endroit où leur enfant bougeait, et il lui demanda comment elle se sentait avec la combinaison de tendresse et de légère anxiété qui avait caractérisé ses manières depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse 4 mois auparavant, et Eleanor le rassura, comme elle le faisait quotidiennement, qu'elle allait bien et était forte, et que le Dr Morrison l'avait déclarée en excellente santé lors de sa visite la veille. Ils marchèrent ensemble à travers la serre agrandie, pendant qu'Eleanor lui montrait les progrès des semis qu'elle cultivait pour les fermiers du domaine, un projet qu'elle avait initié pour améliorer la diversité des cultures et qui avait été accueilli avec un intérêt prudent, se réchauffant progressivement en enthousiasme à mesure que les avantages pratiques devenaient apparents, et Alexander lui dit qu'il avait reçu une lettre de sa mère
qui voyageait en Écosse et qui avait écrit avec ce qui pouvait presque être interprété comme de la chaleur pour s'enquérir de la santé d'Eleanor et exprimer son intention de revenir avant la naissance de l'enfant en août. Eleanor sentit le familier enchevêtrement complexe d'émotions que les pensées de la duchesse douairière provoquaient toujours, car bien que la relation entre elles ne pût être qualifiée d'affectueuse, un respect mutuel s'était développé au cours de l'année écoulée, fondé sur leur amour partagé pour Alexander et le fait indéniable que la gestion par Eleanor des jardins du domaine avait apporté à la fois beauté et productivité accrue, ce qui rejaillissait positivement sur le nom de la famille. Et elle avait appris que certaines victoires se mesuraient en effet en centimètres et que l'approbation rigide de la douairière était probablement la chose la plus proche de l'acceptation qu'elle recevrait, et que c'était suffisante. Ils se tenaient ensemble parmi les jasmins qui fleurissaient toute l'année maintenant dans l'environnement à température contrôlée qu'Eleanor avait conçu. Et Alexander la serra doucement contre lui et lui dit que la voir s'épanouir en confiance et en autorité au cours de l'année écoulée avait été l'un des plus grands privilèges de sa vie. Et Eleanor se blottit dans sa chaleur et pensa à la femme qu'elle avait été 13 mois auparavant, qui s'était crue invisible et finie, et sut avec une certitude absolue que l'amour ne l'avait pas simplement transformée, mais avait révélé ce qui avait toujours été présent sous la résignation et le chagrin. Peut-être écoutez-vous cette histoire à un moment où vous vous sentez invisible, où le monde a décidé que vos meilleures années sont passées ou que les circonstances vous ont rendu invisible. Et si c'est le cas, je veux que vous gardiez précieusement la vérité qu'Eleanor a découverte dans cette serre, au milieu du jasmin et des orchidées soigneusement entretenues, à savoir que la transformation n'est pas le seul apanage des jeunes, des sans-reproches ou de ceux que la société a jugés dignes d'attention, mais qu'elle appartient plutôt à quiconque a le courage de cultiver les graines de la possibilité, même lorsque le verre semble embué et le chemin à venir incertain. L'histoire d'Eleanor nous rappelle que la valeur n'est pas diminuée par les cicatrices, qu'elle marque nos mains ou nos cœurs, que les qualités qui nous rendent vraiment précieux, la patience, la connaissance et la capacité à nourrir la croissance dans un sol difficile, sont précisément les qualités que le jugement superficiel ignore dans sa hâte de ne cataloguer que ce qui peut être évalué d'un coup d'œil. Il y a une profonde dignité à continuer de cultiver la beauté et le but même, lorsque personne ne semble regarder, à se présenter chaque soir pour prendre soin d'êtres vivantes qui dépendent de votre attention, à refuser de laisser le deuil ou le rejet éteindre la lumière particulière que vous apportez au monde, et c'est souvent dans ces heures cachées de soins fidèles que nous développons la force et la clarté qui nous serviront lorsque la reconnaissance arrivera enfin. Le ver de la serre a servi à la fois de barrière et de fenêtre tout au long du parcours d'Eleanor, la séparant d'une société qui l'avait mise au rebut tout en permettant simultanément à la bonne personne de voir clairement ce que les autres manquaient, et dans votre propre vie, vous constaterez peut-être que les circonstances mêmes qui semblent vous isoler créent en fait la transparence à travers laquelle une véritable connexion devient possible lorsque quelqu'un avec des yeux pour voir vraiment regarde dans votre direction. L'amour qui transforme plutôt que de diminuer vous voit dans votre totalité, cicatrices comprises, et refuse d'accepter les limitations que d'autres ont imposées, et un tel amour vaut la peine d'attendre, même à travers de longues saisons de solitude, car il ne vous demande pas de devenir plus petit, de cacher votre compétence ou de prétendre que votre passé ne vous a pas façonné en exactement qui vous êtes. Si vous avez 32 ou 52 ou 72 ans et que vous avez cru aux murmures qui suggéraient que votre chapitre de romance ou de réinvention était clos, que l'histoire d'Eleanor serve de preuve qu'une nouvelle croissance peut émerger en toute saison lorsque les conditions s'alignent, que les compétences que vous avez développées dans l'obscurité ont une valeur incommensurable, que des mains qui ont travaillé, pleuré et enduré sont des mains capables de construire quelque chose de beau lorsqu'elles se joignent enfin à des mains qui reconnaissent leur valeur. Votre serre n'est peut-être pas en verre et remplie de jasmin,
C'est peut-être un bureau, un atelier, ou simplement le paysage intérieur de votre propre cœur résilient, mais où que vous ayez continué à cultiver la croissance malgré le découragement, sachez que vous vous préparez pour une récolte que vous ne pouvez pas encore imaginer. Merci de m'avoir permis de partager le voyage d'Eleanor et d'Alexander avec vous, et si leur histoire a touché quelque chose de vrai dans votre propre expérience, je vous invite à poursuivre cette conversation en vous abonnant pour plus de récits de transformation et la vérité durable qu'il n'est jamais trop tard pour de nouveaux départs.